Bonjour Damien. Bonjour Christelle, bonjour à tous. Donc il faut mettre le micro un peu proche. Très bien, c'est beaucoup mieux. Donc bonjour à tous. La thématique, mesurer la performance du bénéfice de l'humain. Alors comment on arrive aujourd'hui, on passe d'une obligation de moyens à une obligation de résultat. Comment on mesure le ROI des actions mises en place. La formation est un atout, ce n'est pas seulement un centre de coût. En effet, c'est un vaste sujet, un sujet qui est un peu à contre-courant de beaucoup de paradigmes que nous avons dans l'information. Des paradigmes ou des croyances qui ont des sources multiples, qui sont liées à des obligations historiques dans la formation, des obligations d'administratifs, d'avoir des feuilles d'émargement, des nombres d'heures réalisées, un taux de satisfaction. On ne va pas parler aujourd'hui ensemble, en tout cas, de solutions, de LMS, de modalités, ça on peut le faire ensemble sur notre stand bien entendu. Il y a énormément de choses qui sont mises à disposition avec des investissements qui sont forts. Et l'objectif ici, pendant ces 30 minutes ensemble, c'est plutôt de vous partager notre parti pris qu'on mène depuis 4 ans, c'est-à-dire que nous, notre vision, c'est que demain, aujourd'hui, mais encore plus demain, nous allons tous être sollicités sur ok, j'ai investi 100 000 euros dans un LMS, dans des formations, dans des classes virtuelles. Ok, Damien, combien ça nous a rapporté? Et cette première slide, parfait, elle est derrière moi. C'est de se dire, mais ok, on va changer d'imprimante, on va changer de plastifieuse, on va changer de matériel. La direction financière va nous demander, déjà d'une, pourquoi changer et combien ça va nous rapporter. Et cette question, nous, on se l'est posée depuis 5 ans. On a déployé une démarche d'évaluation de la performance de nos formations. Ça a été pour beaucoup, en tout cas d'interlocuteurs et de nos clients, une démarche d'évangélisation, puisque quand je vous parle de contre-courant, on a un peu bousculé les lignes et les règles. Et on se dit, oui, c'est important de pouvoir dire, en tout cas, j'investis 10 000, combien je gagne en confiant cet investissement à des partenaires formation. Et en tout cas, vous verrez, on va vous partager les chiffres à la fin de cette présentation. Alors, je vois quelques visages qu'on connaît et merci d'être là. D'autres, on ne se connaît pas encore. En 2 minutes, notre mission MyConnecting, c'est de changer la vie des gens et de leur entreprise par la compétence. C'est plus qu'une mission qu'on porte depuis 15 ans maintenant, puisqu'on est en train d'évoluer en statut d'entreprise à mission. Puisqu'on est convaincu que la compétence, c'est un enjeu, on est tous là des professionnels de la formation, c'est un métier passionnant et ça peut vraiment changer la vie des gens et de leur entreprise. Quelques chiffres clés, vous les voyez derrière moi, je ne vais pas tous les lire. En tout cas, cette mission, on est 300 à la porter dans le monde. On a 4 antennes sur 4 continents. Et vous voyez ici un chiffre justement de taux de satisfaction. Demain, c'est un taux de ROI qu'on vous partagera et vous le verrez à la fin de la présentation. Notre ADN, vous l'avez en 3 mots, l'hyperpersonnalisation, tant au niveau de la forme, c'est-à-dire des modalités, on a plus de 9 modalités pédagogiques, mais aussi sur le fond, puisque l'hyperpersonnalisation, aucune formation avec nous, aucun parcours ne débute sans un référentiel de compétences, sur lesquels on est évalué au début, pendant et après, et voire même à froid, vous allez le voir dans notre processus de mesure de la performance. L'accompagnement, on fait de la techno depuis 2006, puisque 95% de notre activité, c'est du distanciel humanisé. On n'est pas un pure player d'e-learning, on ne croit pas à la solution seule. On a nos e-learning à nous, mais en complément d'une activité synchrone. Et donc, indépendamment des formateurs, nos apprenants ont à disposition un coach motivationnel et organisationnel pour les accompagner dans la complétion, dans l'atteinte des objectifs, dans le retour sur attente et donc de l'atteinte de la performance. Et donc la performance, c'est le 3e point de l'ADN, je crois que c'est le sujet qui nous rapproche aujourd'hui. Oui, elle nous anime. On prend, je vous l'ai dit, un peu le contre-pied de beaucoup de partenaires, et des partenaires très légitimes. J'entends leur message, non, c'est pas à nous de dire oui, ça rapporte, c'est un investissement rentable la formation. Nous, on a envie de vous dire que si. Mais pour ça, et vous le verrez, faut vous apporter à vous, commanditaires, des solutions, des process, des démarches. Et en tout cas, on a ça pour vous. Et bien sûr, des résultats. Hop. Alors, j'ai un petit blocage, Christelle. Voilà. Et enfin, pour terminer sur Myco, tout ça, on le déploie sur 4 grands domaines de compétences.
le domaine linguistique, bureautique, digital et bien sûr soft skills, où j'en profite, on offre de façon exclusive lors de ce salon des invitations à tester notre concept novateur de MyLab qu'on présentera tout à l'heure dans une live session. C'est-à-dire que vous évaluez les soft skills? Exactement. On évalue les soft skills. C'est rare, c'est difficile à évaluer. C'est très difficile. Les compétences en bureautique ou en digital le sont aussi tout autant, je vous rassure. Tout dépend le process et l'ingénierie pédagogique qu'il y a derrière. Donc lorsque l'industrialisation de cette démarche est opérationnelle, on a fait 3 ans de tests avant d'arriver à pouvoir quantifier des gains de compétitivité, des gains de performance, des gains financiers. Mais lorsque le process est abouti, les résultats ils sont fiables. Et pour nous, c'est une vraie data pour nos clients, puisqu'on le verra, on est convaincu, je vous le répète, que demain, il faudra aller chercher des budgets. Vous le savez, depuis 5 ans, depuis 10 ans, les budgets fondent, puisque la formation a été autoportée par des financements publics pendant des décennies. On a même connu, je pense certains d'entre vous avec moi, une période où on n'avait même pas le droit de vendre de la formation. C'était interdit. Donc tout ça, toute cette historique, on le paye encore aujourd'hui. Mais en tout cas, on va vers une libéralisation du marché. Et en tout cas, d'investir dans l'information, on y croit, mais encore pour beaucoup de directions, de PDG, de direction financière, ça reste encore un coût, voire une obligation. Et c'est dommage parce que c'est limitant. Et lorsqu'on peut dire que oui, ce que j'ai investi est rentable, et là, on va pouvoir aller chercher des budgets, on va pouvoir recruter, on va pouvoir retenir des talents, parce que tout ça, c'est un cercle vertueux, bien entendu, avec le contexte qu'on connaît aujourd'hui au niveau RH. Alors j'ai commencé à aborder ce sujet, mais pourquoi évaluer? Alors évaluer, je dis bien évaluer la performance, évaluer la satisfaction. Continuons ainsi, c'est un pas. Pour nous, ce n'est pas une fin en soi. C'est très bien de se dire, comme je vous l'ai montré, voilà, les apprenants sont satisfaits de la formation et j'ai envie de vous dire, so what derrière, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, et les présentations que j'ai observées précédemment sont super intéressantes, mais qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que l'entreprise y gagne, hormis de mettre à disposition des formations? Est-ce qu'il y a un impact sur le poste de travail? Est-ce que la transférabilité est vérifiée, est avérée? Est-ce que c'est mesuré? Tout ça aujourd'hui, c'est rare. C'est encore très rare, tant chez nous, organismes, avec nos confrères, qu'au niveau de la mentalité, de la culture des entreprises. Et c'est important d'aller vers ça, puisque pour nous, c'est le sens de l'histoire, c'est l'avenir dans le secteur. Derrière, vous allez pouvoir challenger vos partenaires. Oui, challenger les contenus. Vous allez pouvoir, et c'est mis derrière quand j'avance un tout petit peu. Justement, la question, pourquoi l'évaluation est-elle si peu pratiquée? Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que ça fait depuis toujours, ce soit les directeurs formation, même les directeurs RH, n'arrivent pas à valoriser ce capital humain au sein de l'entreprise, n'arrivent pas à démontrer le ROI des actions mises en place. Pourquoi ça a mis autant de temps avant d'arriver à ce diagnostic-là? Et les outils ils existent depuis longtemps. C'est un problème d'appropriation d'outils. Les tableaux de bord, les outils, démontrer que ces actions ont un impact, c'est pas nouveau. Alors, c'est pas nouveau, oui et non. Je vais faire une réponse de Normand, s'il y a des Normands dans la salle. Des tableaux de bord de suivi, on va les avoir sur le nombre d'heures réalisées. On va les avoir, et on est partenaire de plusieurs OPCO. On avait un cas de figure encore la semaine dernière. Et la loi va dans le sens où on n'est plus obligé de dire que la personne a bien fait ses 14 heures de formation pour avoir un financement. On n'est pas obligé. Si vous arrivez à prouver que l'atteinte des objectifs opérationnels est faite, la loi nous dit que oui, vous pouvez être financé. Sauf que l'OPCO lui-même nous impose de réaliser ces 14 heures de formation, alors qu'il y a un plan d'action qui est détaillé par le consultant, il y a une évaluation de la transférabilité qui est tracée. Voilà, il y a tout un domaine, je crois que c'est un écosystème qui est extrêmement limitant. Et quand vous me dites pourquoi, donc oui, les outils de mesure de rentabilité, non, il y en a très peu, parce que vous l'avez dit, c'est très complexe à mener. Donc nous, ça a été un investissement, mais on investit dans l'avenir, on y croit. Et derrière, c'est un peu un tabou. Moi, je parle encore avec beaucoup de responsables formation qui, avant qu'on leur explique la démarche de mesure de ROI, nous disent « mais non, mais nous, on n'est pas là-dessus. Nous, on n'est pas là-dessus. Nous, on veut que les gens soient contents. » Oui, l'idée, mais les directions générales, maintenant, elles veulent des résultats. Oui et non.
une nouvelle fois, les directions générales, on sent que la page se tourne, donc on avance, on sent un premier virage qui s'opère. C'est-à-dire qu'il y a des tensions sur le marché, on est en pénurie de compétences, il y a beaucoup d'inconnus sur les métiers de demain, sur les compétences à acquérir, il faut aller de plus en plus vite. Oui, il faut aller de plus en plus vite, mais la place de la formation pour une direction financière, pour une direction générale, c'est toujours pas une zone noire, mais pour beaucoup, je dis pas tous, et ici, si vous êtes concernés, j'espère que ce n'est pas le cas pour vous, mais c'est encore perçu comme une obligation. On doit présenter au CSE le plan de formation, le 1er mars. Voilà, et vous le dites, oui, il faut répondre en agilité, il faut répondre en juste à temps, mais j'ai énormément de structures qui, le 1er avril, doivent avoir rendu son plan de formation avec des salariés qui vont être formés le 1er décembre, alors que le besoin de formation, il est là. Donc vous voyez, c'est tout cet écosystème qui freine cette évolution de mentalité, de prise de conscience, je vous ramène à ma première slide, l'image de la machine et de l'humain, qui fait qu'on ne considère pas encore l'investissement comme formation comme un investissement matériel. Les acteurs de la compétence, anciennement FFP, travaillent encore aujourd'hui, mais ça c'est un vieux loup de mer depuis 15 ans, je l'entends, sur rendre la formation comme un investissement financier, l'amortissement. Pour l'instant, c'est encore impossible. Donc on se bat pour que ce soit possible. Donc voilà, ça avance, ça évolue, ça prend du temps, mais en tout cas, faut pas lâcher, on ne veut pas lâcher justement. Et les chiffres que vous voyez derrière moi, c'était lors du webinaire animé avec Jean-Pierre Willem sur ce sujet de la mesure de la performance, c'était en décembre. C'était le premier sondage qui nous a fait dire « Waouh !» Top, on a eu ces 47%, 41% qui nous ont dit bah oui, on mesure la performance à froid. J'ai dit ok, bon, ça c'est top, donc ça bouge. Sauf que quand on a avancé, deuxième sondage, on leur a demandé oui, mais c'est-à-dire, quelle est votre démarche d'évaluation à froid sur quoi? Voilà, je ne vais pas vous réexpliquer le modèle de Kirkpatrick, mais en fait, on s'est rendu compte que l'évaluation à froid, elle s'est posée sur le premier, voire deuxième niveau. C'est-à-dire, bah oui, les réactions. Est-ce que vous avez été satisfait à froid? Est-ce que vous avez appris des choses? Quand on monte dans les comportements, voilà, les structures les plus matures interviennent sur cette troisième dimension. Mais vous voyez, ça passe en filigrane le pourcentage. Et au niveau résultat, je crois qu'on avait, Laurine et là, je la salue, 2% de personnes qui exprimaient le fait que oui, ils évaluaient le ROI, la mesure des résultats des projets de formation menés à froid. Donc vous voyez, tout ça, voilà, ça se travaille, ça s'éduque. Et en tout cas, nous on est là pour ça, puisque les outils, on les a. Et on ne jette jamais la pierre à nos clients, puisque, comme je vous l'ai dit, on subit tout ce sujet de croyance et de secteur. Les manques, c'est la culture, on l'a dit, c'est les outils. Donc quand je vous disais oui et non sur les outils, il y en a beaucoup. Sur la mesure de l'impact financier, non, il n'y en a pas beaucoup, je vous le confirme. Et ça demande beaucoup de travail et de bouger énormément de lignes chez les clients. Les ressources, parce que oui, j'entends beaucoup parler ici d'implication des managers dans la transférabilité, dans la mesure du résultat. On a des outils d'implication managériaux. Outre le 505, on a un outil même de pilotage. Après, même Christelle, je ne vous cache pas aujourd'hui, et je pense qu'on en a tous conscience, mais on l'entend peu parler, le poste de manager aujourd'hui est dur, est très très dur. J'avais une étude Indeed du mois dernier qui sortait qu'un manager sur deux depuis 2020 exprime que son travail est trop difficile. Je ne dis pas qu'il est plus difficile, qu'il est trop difficile, un manager sur deux. Parce qu'il doit être plus dans l'accompagnement maintenant, c'est une surcharge. C'est une surcharge, et en fait oui, on y croit, et je l'entends partout, hein, oui, il faut impliquer les managers. Continuons, sauf que les managers, il faut qu'ils aient le temps. Il faut qu'ils aient la ressource, parce que les managers, ils sont pilotés au niveau opérationnel. Ils sont le tampon entre les équipes déjà au quotidien. Ils sont challengés avec le contexte économique qu'on connaît aujourd'hui. C'est pas simple, et j'en fais partie. Hein, donc c'est vrai, j'ai des collaborateurs qui partent en formation. Donc le 505, 5 minutes au début, on laisse tranquille pour l'information. 5 minutes après, j'essaye de le tenir. Mais rien que ça, c'est pas simple. Donc demander à quelqu'un de s'investir dans un parcours en amont, de suivre quotidiennement pendant la formation comment évolue son apprenant, de mesurer l'impact au niveau transférabilité. Croyons-y,
mais là aussi, c'est pas facile. C'est pas facile. Alors après, tout dépend de la taille des équipes, hein, bien entendu. Mais quand on sait qu'en moyenne, un manager a 4 ou 5 collaborateurs, voire très vite au niveau de la taille des PME, on arrive sur une dizaine, bah, c'est ingérable. C'est ingérable. Et je préfère être franc avec vous. Hein. J'espère que je casse pas trop d'espérance. Il faut les outiller pour ça. Il faut les outiller, il faut que ce soit simple, il faut outiller, éduquer, outiller, parce que derrière le choix d'une formation, bah, ce ciblage de la performance est un véritable atout. Et on va sortir un peu du ah bah oui, chaque année tu as le droit à une formation. Et on l'entend encore, hein, nous on reçoit des nouveaux prospects qui deviennent clients, qui viennent de bah oui, j'ai envie de tester quelque chose d'autre. Parce que tous les ans, mes salariés me demandent les mêmes formations sur les outils. Ils me redemandent, ils ont leur formation de 2 jours. Oui, pourquoi ? Si on ne mesure pas la performance opérationnelle de la formation, en fait, on laisse continuer ça et tout ça, ça a un coût. Mais on ne s'en rend pas compte parce qu'il y a encore des financements, et puis il y a une zone noire sur est-ce que ce que je mets à disposition, est-ce que ce que j'investis est rentable ? Et c'est pas simple. Et donc le temps, le temps, ça concerne tous, les managers, mais aussi vous ici, commanditaires, experts de la formation. Du temps, je pense qu'on court tous après. Et ne serait-ce que mesurer, nous, ce qu'on fait dans l'approche. Oui, on va vous communiquer le temps gagné grâce à des formations. Je vous ai mis quelques exemples. Là, vous avez le processus de notre démarche. Je vous en ai parlé dans notre présentation. Ça commence bien sûr en amont, puisqu'aucune formation, je vous l'ai dit, ne débute sans un positionnement sur le référentiel de compétences opérationnelles de la formation, ne débute sans avoir exprimé ses attentes concrètes et opérationnelles. Et tout ça, c'est communiqué après un cheminement pédagogique qu'on mène en amont d'un parcours. Le pendant, sachez que pendant les formations, on travaille en modularité, hein, donc nos apprenants peuvent s'évaluer après chaque étape, chaque heure, chaque MyLab de 2 heures. Ils peuvent donner leur avis, mais surtout mesurer leur progression sur ce même référentiel. À chaud, vous retrouvez quelques éléments clés qu'on connaît, bien entendu. Et l'idée, c'est aujourd'hui de parler plutôt de l'après, à 2 mois. Donc ça, on l'a inclus dans tous nos parcours de formation depuis 2 ans et demi. Et nos clients, ça y est, le valorisent lors de bilans annuels. C'est de mesurer le ROE. Donc oui, on communique des attentes clés opérationnelles. À J+60, est-ce qu'on y a répondu ? Est-ce qu'elles ont été répondues, comme je vous l'ai dit ? L'application de la compétence, et au-delà, alors là, je vous en ai mis 4, hein, mais il y a 20 KPI qui sont définis. Il y a l'application de la compétence sur le poste de travail. Il y a aussi la transférabilité, l'application des plans d'action qui sont définis après chaque atelier. Et ça, nous, on va mesurer ce taux d'applicabilité et ça va faire partie des KPI qu'on transmet à nos clients. Et oui, ça les bouscule au début, mais ça permet, vous voyez, ça donne des billes sur, ok, grâce au parcours de formation de 7-8 ateliers sur le management hybride, on va être transparent avec eux en leur disant, ok, le taux d'atteinte, on est encore sur 87%, il y a encore 13% à atteindre sur une des compétences clés. Le reste à atteindre, on va leur donner des pistes et ce n'est pas obligatoirement de la formation. On va retrouver du codev, on va trouver de l'apprentissage entre pairs, on va retrouver différents types du mentorat, du reverse mentoring. Mais l'idée, c'est d'alimenter les clients. Et bien sûr, il y a la mesure du ROI. Et la mesure du ROI, là, on vous a mis des chiffres clés et on terminera là-dessus. Les chiffres clés, vous les voyez. On retrouve en haut quelques chiffres que vous allez habiter de connaître. Ça, c'est des études qu'on a menées sur 2200 apprenants, 2021-2022. Le taux moyen, ça, c'est sur la partie, on n'avait pas le temps de vous présenter toutes les gammes. Sur les projets digitaux, je crois qu'il y a eu 32 clients concernés sur ces près de 2000 apprenants. Le nombre d'heures gagnées, c'est 56,7 heures gagnées par collaborateur et par an. C'est une semaine et demie de boulot sur un modèle 35 heures. Le ROI, le gain de productivité, ça nous amène à un gain de productivité à 3,7, donc un ROI à 5,8 de moyenne. Donc voilà, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pouvoir dire, et peut-être si dans la salle vous avez déjà mené des projets avec un ROI à 5,8 et que vous l'avez présenté à une direction financière, je serais curieux d'entendre ce que votre direction financière vous a dit. En tout cas, moi je suis convaincu que ce projet qui vous a rapporté et qui a rapporté à la structure, il a sûrement dû être reconduit, voire poussé, voire développé. Et toutes ces datas qu'on apporte,
sachez que le ROI, il ne tient même pas compte d'un gain qu'on calcule aussi. Je vais vite, hein, Christelle, mais le temps nous est compté. C'est toute la partie QVT. Je vous ai mis un exemple, puisqu'on vient calculer aussi du gain de sérénité. Sur la partie digitale, bah oui, mieux maîtriser l'environnement Teams, mieux maîtriser ne serait-ce qu'un outil qu'on utilise au quotidien, qui peut être Excel par exemple. Bah oui, on gagne en performance, oui, on gagne en temps, oui, mais on gagne aussi en sérénité. On gagne derrière les gains, après le cercle vertueux, je pourrais parler pendant un quart d'heure, mais on gagne en confiance en soi. Et tout ce temps gagné que vous voyez, la semaine et demie de gagné par an, ça c'est du temps passé à créer de la valeur. Et le but c'est que sur ce projet, cet exemple sur les projets digitaux, nos apprenants arrêtent de galérer sur des outils du quotidien ou de devoir aller voir sur Google pour travailler sur mon TCD. Nous on va travailler sur les datas, sur les usages de nos apprenants, leurs data, leurs usages sur poste de travail, et que ce temps perdu, ils le gagnent avec nous et qu'ils le passent à créer de la valeur pour leur manager, pour leur unité, pour leur entreprise, et même pour leur activité à eux au quotidien, tout simplement. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Oui, madame. Bonjour, Laurence Binot, Société Générale. Je serais intéressée par un petit peu des détails sur ces calculs, ces modes de calcul des ROI, parce que finalement, là, vous nous donnez envie, mais on ne comprend pas comment ça se passe. J'ai pas entendu votre prénom, pardon. Laurence. Oui, Laurence, donc très bonne question. Je vais vous faire une réponse de Normand. Alors je suis breton, hein. Je ne suis pas normand, je tiens à le dire, je suis breton. Là on est entre pairs, on a des confrères ici. Comme je l'ai dit, ça a été un travail de 2 ans d'ingénierie. Ce que je vous invite, et on va le faire en totale transparence, parce que dans ce calcul, je ne vais pas vous montrer à tous là le process. Je vais montrer le processus. Le process, on peut se voir sur le stand, hein, c'est D74. On peut se voir en rendez-vous, on peut échanger ensemble avec chacun d'entre vous, c'est avec grand plaisir. Puisqu'on y intègre en fait de la data financière que nous on estime, comme du coût de la masse salariale, qu'on valide avec nos clients. On a toute une démarche d'identification vraiment micro des usages qui sont travaillés sur le référentiel de compétences, parce que du référentiel de compétences, c'est un beau mot aussi. Sachez que nos référentiels de compétences, on les traduit tous en comportement observable. Donc un référentiel de compétences Excel, et je vous le redis, je prenais le cas d'Excel, mais ça pourrait être un autre, ça ne va pas être de savoir faire un TCD. On va l'affiner, on va identifier les usages de chacun sur le poste de travail, combien de fois ces usages sont réalisés. Je ne vous dis pas tout, je vous en dirai plus en one-to-one, Florence. Mais c'est Laurence, pardon, je vais m'en souvenir. Mais toute cette démarche, voilà, je vous donne quelques tips pour voir comment on s'en inspire. Mais c'est toute une démarche très micro qui permet d'arriver jusque-là. Est-ce qu'il y aurait une autre question dans la salle? Oui, madame. Bonjour, Claire, je suis fondatrice de la société UpHR et j'accompagne des managers à devenir des coachs de leurs équipes. Je mets en place des formations notamment sur l'écoute systémique. Comment est-ce que concrètement je mesure avec une approche héroïste le changement des comportements des managers? Alors, sujet au niveau managérial est encore plus complexe que sur de l'outil, puisque derrière, il va y avoir des notions de gain de temps, bien entendu. Oui, avoir une posture de manager coach. Normalement, on doit gagner du temps au niveau opérationnel en gain de temps en réunion, en gain de temps sur le feedback, enfin j'en passe et d'autres. Mais derrière, en fait, l'idée sur du projet managérial, c'est de pouvoir définir les KPI de ROI avec le client. On peut aller très loin, tout dépend la stratégie de la boîte et sa culture aussi RH et culture managériale. Mais ça va jusqu'au calcul du turnover, la calcul du résultat des performances de leurs équipes. Que ce soit, après tout dépend le pilotage qu'ils ont, mais souvent ce que l'on mène c'est le suivi, et ça vous pourrez vous-même aussi bien sûr le faire, du suivi mensuel, trimestriel, semestriel, annuel. Donc voir, ok, être manager, et je pourrais vous poser la question, pourquoi devenir manager coach si j'y gagne pas? Parce que c'est à la mode, c'est comme les LMS. Pourquoi faire du LMS? Si, ok, c'est à disposition, c'est bien, je réponds à l'obligation. Mais si personne ne le fait, ou alors si les gens ils se connectent une fois et puis ils s'arrêtent, c'est un gouffre financier. Donc devenir manager coach, oui, c'est très bien. Moi j'y crois beaucoup, on a un parcours là-dessus. Hein. Je l'anime en particulier.
Mais derrière, il faut qu'il y ait des résultats tangibles. Et les directions vont demander ça. Au-delà de oui, c'est bien, tu te sens mieux dans ta fonction, c'est top, c'est un très bon point, hein, et je ne l'oppose pas. Mais derrière, les effets concrets, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une évolution sur les résultats de ton équipe? Et quand je vous disais garantie de cette obligation de moyens, obligation de résultats, et là je suis transparent avec vous, quand on vend un parcours de formation, je ne m'engage pas sur l'obligation de résultat. Je m'engage à être totalement transparent, et MyConnecting s'engage à être totalement transparent sur les résultats qu'on va avoir grâce à l'investissement qui nous est confié. Puisque en effet, et je suis désolé, les prénoms, les visages, je retiens beaucoup, c'est clair. Hein, clair. En effet, si derrière tout votre travail n'est pas porté par une direction, si une direction n'est pas exemplaire, oui, tout ce que vous auriez initié et fait durant les parcours de formation, ça peut partir à volo très vite. Donc oui, ça se définit, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On va conclure l'atelier. Ça approche de la fin. Merci beaucoup donc, pour votre intervention. Et on vous retrouve sur quel stand alors? D74, j'ai même pas tout dit, Christelle. Je suis désolé, c'est un sujet passionnant. Je suis bavard. Mais D74, je pourrais même vous présenter l'outil de pilotage qu'on a à disposition des directions RH, des directions financières et même des managers, qui s'appelle le Myco 360. Voilà. Donc D74, je suis à votre disposition. Et Laurence, ce sera un plaisir. Merci beaucoup. De rien, merci à vous.